Pourquoi il y a eu un tel succès ensuite de ces cryptoactifs ? Donc effectivement, j'essaie d'opposer à une lecture très technique de ce sujet, une lecture politique qui entend exposer la matrice idéologique qui a donné naissance à cette industrie, vous l'avez mentionné, extrêmement importante aujourd'hui. Et cette industrie, elle naît, en tout cas dans sa filiation intellectuelle, on peut repartir jusqu'à la fin des années 80, les années 90, où en fait il y a une communauté très influente de chercheurs en cryptographie, de militants des libertés numériques et également de militants crypto-anarchistes, les cypherpunks, qui vont rencontrer et sceller une alliance avec le mouvement du libertarianisme politique, qui se distingue du néolibéralisme par sa haine farouche vouée à l'État et sa conviction que les marchés totalement dérégulés vont mieux orchestrer la société qu'une administration publique centralisée. Donc ce libertarianisme politique, à cette époque-là, il est quand même assez niche aux États-Unis, et ce mariage de circonstances entre ces militants des libertés numériques qui réfléchissent, eux déjà, au nom justement de valeurs très très fortes de leur communauté, comme par exemple la résistance à la censure, le principe de liberté appliqué au numérique, ils réfléchissent déjà à ce projet politique qui est de privatiser la monnaie, c'est-à-dire de réinventer la monnaie en dehors des institutions qui traditionnellement l'encadrent, que ce soit les États, les banques centrales et les institutions financières. Il faut rappeler qu'à ce moment de l'histoire, on est encore en pleine guerre froide et qu'il y a du coup, chez ces militants du cyberespace, une espèce de conscience assez aiguë que les États ont des forces de coercition très importantes, que ce soit au niveau de la menace nucléaire, mais aussi en matière d'intervention dans la vie privée des individus par la surveillance, etc. Donc ces problématiques-là vont rencontrer à un moment de l'histoire politique celle des militants libertariens. Et d'ailleurs, de cette union de circonstances va naître un courant qui est le cyberlibertarianisme, qui est, du point de vue de l'histoire intellectuelle, déterminant pour comprendre l'évolution par la suite du marché des cryptoactifs. Donc en fait, ces racines, elles puisent déjà au début des années 90. Et après, il va y avoir un deuxième moment très très fort, c'est la crise bancaire et financière de 2008, où Bitcoin va naître en réaction à cette crise. Donc le white paper de Satoshi Nakamoto est publié en octobre 2008, et c'est un autre moment de l'histoire qui va permettre effectivement de donner de la légitimité à l'idée que oui, étant donné que les États et les institutions financières ont failli, il donne une lecture de cette crise qui est que les gouvernements ont volé au secours des banques rapaces et ont donc donné leur blanc-seing un petit peu à ce système financier jugé décadent. Eh bien, ça légitime l'idée qu'il faut effectivement trouver un nouvel outil monétaire et financier qui ne soit plus corrélé à ces acteurs-là, qui soit apatride, qui soit décentralisé, qui soit résistant à la censure. Donc, c'est deux moments de l'histoire effectivement clés pour comprendre un petit peu comment on en est arrivé aujourd'hui à ce marché financier. Donc, en quelque sorte, la base intellectuelle des crypto-monnaies, c'est une forme d'anarchisme de droite. Tout à fait, d'anarcho-capitalisme, qui est un courant un peu niche de la pensée libertarienne, qui est porté sur le plan intellectuel par un intellectuel autrichien qui s'appelle Murray Rothbard, qui est une des figures de cet anarcho-capitalisme où véritablement le marché dérégulé peut orchestrer la vie sociale d'une manière plus efficiente et souhaitable que des administrations centralisées avec des politiques publiques. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver sous la plume effectivement de l'autrice Ayn Rand, qui est très très populaire aux États-Unis et qui voue une détestation farouche à toute forme de centralisation puisqu'elle est née en Russie bolchevique. Et ce terreau intellectuel est très influent chez ces militants du cyberespace que sont les cypherpunks et encore très influent aujourd'hui chez toute une partie des leaders actuels de la Silicon Valley. Elon Musk a pour livre de chevet un des livres d'Ayn Rand, par exemple. Un Peter Thiel se nourrit aussi de ce terreau intellectuel.